L'histoire commence avec une jeune demoiselle nommée Melfiera, savourant tranquillement son sandwich dans un parc paisible. Un vieil homme descend de sa calèche et s'approche d'elle en lui demandant s'il peut goûter. Elle accepte avec un sourire et lui présente une boîte de pique-nique remplie de mets appétissants. L'homme s'assied et mord dans un sandwich. Dès la première bouchée, ses yeux s'illuminent de bonheur et il s'exclame devant la finesse de la viande, curieux de savoir de quel animal elle provient. Melfiera lui révèle calmement qu'il s'agit d'une bête obscure appelée Backhorn. Horrifié, le vieillard recrache sa bouchée avec dégoût. Il s'étonne qu'une jeune dame aussi délicate puisse se nourrir de créatures aussi venimeuses. Puis, brusquement, il se souvient d'une certaine personne. Pendant qu'il l'observe plus attentivement, Melfiera, elle, se réjouit qu'il ait tout de même apprécié son sandwich. Elle est convaincue que n'importe quel monstre peut être transformé en un plat savoureux, pour peu que l'on maîtrise la préparation. Mais, hélas, personne ne veut goûter à sa cuisine. Tandis qu'elle rêve de rencontrer enfin quelqu'un qui comprendra sa passion, un aventurier encapuchonné médite, seul, dans une prairie paisible. Plus tard, dans le même parc, des nobles richement vêtus assistent à un banquet mondain. Lady Melfiera y est également présente. Elle goûte un plat et loue les talents des chefs du roi. Alors qu'elle se retourne pour se resservir, son intendant, Talbot, l'interpelle. Il lui reproche de s'amuser ainsi et Melfiera devient mal à l'aise. Elle se rappelle qu'elle assiste au banquet d'automne du royaume de Languidaez dans le but d'y trouver un mari, étant la fille du comte Marchalrad. Pourtant, elle s'ennuie, car aucun des hommes présents ne lui plaît réellement. Mais les paroles de sa belle-mère, Célia, lui reviennent en mémoire. Si elle ne trouvait pas d'époux, on l'enverrait dans une école conventuelle. Même son père lui avait demandé avec douceur d'épouser un homme de bon caractère. Elle ressent donc une pression écrasante. Cependant, chacun à la réception semble l'éviter comme la peste. Découragée, Melfiera finit par s'enfuir. Elle se promène alors à l'extérieur, parmi de simples chevaliers, songeant qu'elle pourrait peut-être trouver un homme convenable parmi eux. Soudain, des cris éclatent. Un monstre surgit, semant la panique. Tous les jeunes nobles prennent la fuite. Mais Melfiera remarque un vieux couple renversé au sol. Elle se précipite pour les aider. La vieille dame lui dit qu'elle ne peut pas se relever sans sa canne. Mais son visage blêmit lorsqu'elle aperçoit le monstre qui se dresse derrière Melfiera. Stupéfaite, cette dernière constate qu'un Backhorn est apparu en pleine zone habitée. Sans réfléchir, elle attire la créature à elle pour l'éloigner du couple, courant à toute vitesse devant le monstre rugissant. Alors que le monstre lève son énorme patte pour l'écraser, Melfiera croit que tout est fini pour elle. Mais soudain, une lame fulgurante tranche la tête de la bête d'un seul coup. Ébahie, elle regarde le jeune homme ranger son épée avec un geste élégant. Le chevalier, connu sous le nom de duc Galbraith, pose son regard sur Melfiera, tandis que les murmures se répandent parmi la foule, fascinés par sa force incroyable. Melfiera le contemple avec admiration, se souvenant de son effroyable titre, le duc fou de sang. Galbraith lui demande alors si elle a peur de lui. Elle hésite un instant, sachant que ce duc est réputé pour aimer massacrer les bêtes uniquement par plaisir. Pourtant, son cœur bat plus vite. Elle est troublée par la beauté de ses traits. Rassemblant son courage, elle se relève et le remercie. Galbraith, surpris par son calme, lui demande si elle est blessée. Melfiera lui assure qu'elle va bien, mais remarque une trace de sang sur sa joue. Rougissante, elle lui suggère d'aller se laver le visage. Galbraith la regarde, intrigué. Elle lui explique que le monstre semblait infecté et qu'il risquerait une grave maladie s'il avalait ce sang. Un instant, elle soupire, attristée à l'idée que toute cette viande de monstre soit perdue à cause du poison, mais se demande malgré tout si elle pourrait la purifier. Cependant, ses pensées s'effacent vite. Elle se concentre sur Galbraith, inquiète que le sang ait pu pénétrer dans son organisme par la peau. Impressionné par sa connaissance approfondie des monstres, le duc la fixe en silence. Melfiera réalise alors qu'elle a trop parlé et s'excuse précipitamment de lui faire perdre son temps. Mais Galbraith lui tend une petite fiole d'eau sacrée et l'invite à en boire. Il lui explique que cette eau la protégera de toute toxine. Après un moment d'hésitation, elle accepte et boit. Remarquant ensuite les taches de sang sur sa robe, Galbraith lui prend la main pour l'emmener se changer. Melfiera refuse, affirmant qu'elle lavera simplement ses vêtements. Le duc la dévisage et lui demande si elle supporte vraiment de porter des habits couverts du sang impur d'une bête.
Melfiera répond avec simplicité qu'elle en découpe tant de ces créatures que cela ne lui fait rien. Galbraith, surpris par la facilité avec laquelle elle traite des monstres aussi dangereux, lui demande enfin son nom. La jeune femme se présente alors avec élégance et le remercie encore pour son aide. Le duc éclate de rire, découvrant qu'elle est en réalité la fameuse Dame Glouton, légendaire passionnée de viande de monstres. Dans le monde de Melfiera, il existe en effet une multitude de bêtes étranges et de plantes mutées que l'on appelle des monstres. D'ordinaire, la chair des monstres est dangereuse et provoque d'horribles intoxications alimentaires à quiconque en mange, si bien que les créatures abattues finissent généralement gaspillées. Cependant, grâce à la préparation spéciale de Melfiera, elle peut transformer cette viande en un plat consommable sans danger pour les gens ordinaires. Elle confie à Galbraith qu'elle s'intéresse davantage au goût de la viande de monstre qu'à leurs propriétés magiques. Il reste stupéfait qu'elle puisse avaler des créatures magiques empoisonnées, mais elle se lèche les lèvres en avouant qu'elle invente toujours de nouvelles méthodes pour les rendre comestibles. Choquée par tant d'enthousiasme, Galbraith la fixe, tandis que Melfiera, gênée, croit avoir ruiné ses chances avec ses excentricités. Elle tente de lui sourire, mais le duc détourne les yeux avec maladresse. Melfiera lui demande alors si elle a fait quelque chose de mal, et, en le voyant devenir encore plus timide, elle pense qu'elle l'effraie. Elle s'inquiète de son état, persuadée que le sang du monstre l'a peut-être affecté, mais Galbraith lui assure qu'il va bien. Puis, sans prévenir, il lui prend la main et l'entraîne en courant. Melfiera s'étonne qu'il ne soit pas dégoûté par ses goûts étranges. Elle l'observe, troublée, jusqu'à ce qu'il s'arrête pour lui demander une question inattendue. « Est-ce que c'est bon ?» Déconcertée, elle ne comprend pas d'abord. Alors il précise « La viande de Backhorn est-elle savoureuse puisqu'elle en a sans doute déjà goûté ?» Surprise, Melfiera hoche la tête et réfléchit un instant. Elle craint qu'il ne la trouve répugnante, mais finit par lui avouer que la chair de Backhorn ressemble beaucoup au bœuf. Elle explique qu'il faut d'abord l'attendrir, puis la griller ou l'utiliser dans un ragoût. Galbraith, impressionné, lui demande si la viande d'un Backhorn non infecté peut être consommée sans danger. Cette curiosité sincère la bouleverse. Elle se rappelle combien les autres se moquaient d'elle lorsqu'elle comparait la chair de ces bêtes hideuses à celle d'un bœuf savoureux. En réalisant que Galbraith s'intéresse réellement à la viande de monstre, Melfiera éprouve un bonheur profond, enfin comprise. Elle lui révèle que, pour consommer n'importe quelle créature, il faut d'abord extraire la magie contenue dans sa chair. Galbraith demande aussitôt la méthode, et elle lui explique que l'énergie magique peut facilement être retirée du sang grâce à des outils spéciaux. Le duc devient grave, puis, un peu hésitant, lui prend les mains et lui demande s'il pourra goûter son prochain plat de monstre. Melfiera croit rêver. Elle respire profondément, se calme et lui demande s'il a l'estomac fragile. Galbraith s'interroge sur sa question. Alors Melfiera lui explique que les monstres infectés possèdent de puissantes toxines qu'un estomac ordinaire ne pourrait supporter. Il lui demande alors ce qu'il en est des monstres non infectés, et elle révèle que leur chair est semblable à celle du bétail, et qu'elle peut donc être préparée normalement. Galbraith, ravi à l'idée de goûter à une cuisine exotique à base de monstres, adresse un sourire éclatant à Melfiera. Celle-ci, troublée par son charme, se sent heureuse d'avoir enfin trouvé un compagnon partageant sa passion pour la gastronomie. Galbraith l'emmène alors jusqu'à son camp et la conduit vers sa tente. C'est là que son majordome, nommé Chaos, s'avance vers eux. Galbraith présente Melfiera à Chaos et lui ordonne d'aller chercher des vêtements propres pour elle. Le majordome s'incline et s'éloigne pour exécuter la tâche, tandis que Melfiera pénètre dans la tente de Galbraith. Celui-ci verse de l'eau dans une cuve et lui propose de se laver le temps que Chaos revienne. Melfiera refuse d'abuser de sa générosité, mais Galbraith insiste avec fermeté. Alors qu'elle affirme ne pas avoir tant de sang à nettoyer, Galbraith commence à se changer sans la moindre pudeur. Surprise par son torse nu, Melfiera détourne aussitôt le regard, tout en se souvenant des fois où elle observait en cachette les chevaliers torse nus depuis sa chambre. Pourtant, malgré elle, elle ne cesse de jeter des coups d'œil furtifs et finit même par complimenter sa musculature. Galbraith, un peu pris de court, avoue qu'il s'entraîne régulièrement. Les pensées de Melfiera dérivent alors vers des images fantasmées de son corps en pleine action. Reprenant ses esprits, elle s'avance finalement vers la cuve et commence à se laver aux côtés de Galbraith. Elle lui demande si elle peut apprendre à chasser les monstres. Il lui répond que ce n'est pas si compliqué,
mais estime qu'elle n'a pas la force nécessaire pour manier une épée, lui conseillant de lui laisser le travail ardu. Touchée par sa galanterie, Melfira l'admire, tandis que Galbraith, un peu embarrassé, cherche à changer de sujet. Il lui demande alors si elle aimerait qu'il chasse un monstre en particulier pour sa chair. Melfira, enthousiaste, imagine déjà les innombrables créatures de la forêt qui pourraient enrichir leur repas. Elle s'exclame qu'elle a hâte de goûter à de nouvelles saveurs exotiques, ce qui fait sourire Galbraith. Celui-ci lui essuie doucement le visage. En retour, Melfira essuie le sien et reste un instant fascinée à contempler ses traits. Mais leur moment de tendresse est soudain interrompu par Chaos, qui revient et demande, avec une pointe d'ironie, pourquoi son maître se tient torse nu aux côtés d'une jeune demoiselle. Galbraith trouve une excuse maladroite, affirmant qu'il n'était pas entièrement nu, mais Chaos lui rappelle sévèrement qu'il demeure inconvenant de se montrer ainsi devant une jeune demoiselle célibataire. Après ce rappel, il tend à Melfira une magnifique robe neuve, que celle-ci admire aussitôt avec des éloges. Galbraith lui précise que la robe provient des réserves royales et, en levant les yeux vers lui, Melfira se met presque à saliver en apercevant l'immense tête de bête qu'il porte dans ses bras. Les hommes présents s'étonnent qu'une lady puisse être attirée par une apparence si sauvage. Kao, lui, se dit que son maître a décroché le gros lot en amour. Puis, ensemble, ils raccompagnent Melfira jusqu'à son carrosse. La jeune femme remercie chaleureusement le duc et son majordome pour toute leur aide. Craignant que ce soit leur dernière rencontre, Galbraith lui promet de rapporter différentes variétés d'hydromel lors de sa prochaine visite. Elle lui sourit et l'accueille volontiers à venir la voir quand il le souhaitera. Avant de la quitter, le duc jure de chasser un moodle royal pour elle. Aussitôt, Melfira s'imagine déjà la chair succulente de la bête et laisse courir des pensées espiègles. Bien qu'elle soit tentée d'accepter, elle lui explique que la viande de monstre est bien meilleure fraîche et qu'il devra donc la lui apporter vivante. Surpris, Galbraith acquiesce, songeant que capturer ces créatures vivantes constituerait un nouveau défi digne de lui. En contemplant son visage affable, Melfira songe à la réputation sanglante du duc et comprend que la noblesse aime propager de fausses rumeurs. Elle monte dans son carrosse et lui tend un panier avant de s'éloigner. Intrigué, Galbraith demande ce qu'il contient. Elle lui révèle qu'il s'agit de viande séchée, confectionnée à partir d'un monstre appelé Skatspit qui vit dans les terres de son père. Le duc sort un morceau de cette viande séchée et Melfira lui assure qu'elle est sans danger pour la consommation. Il acquiesce et commence à manger, mais Chaos, inquiet, lui intime de recracher. Selon lui, il est imprudent de goûter un tel aliment sans l'avoir fait tester au préalable. Galbraith refuse, savourant la saveur, tandis que Chaos est persuadé qu'il souffre déjà d'un empoisonnement. Finalement, le duc l'invite à essayer lui-même. Le majordome croque à son tour dans la viande, sous le regard silencieux et amusé de Melfira. Après avoir goûté un morceau, Chaos se met lui aussi à louer la saveur du mets, et Galbraith approuve avec enthousiasme. Il dit à Melfira qu'il attend avec impatience toutes les autres gourmandises qu'elle saura préparer, et les yeux de la jeune femme s'écarquillent de joie. Habituée au rejet constant, Melfira se souvient de la barrière qu'elle avait érigée autour de son cœur pour protéger ses sentiments. Submergée par l'émotion, elle tombe à genoux, transportée de bonheur d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui accepte et apprécie véritablement ses passions. Galbraith, troublé par cette réaction, l'observe avec inquiétude, tandis que Melfira laisse couler des larmes de joie, convaincue qu'elle ne le mérite pas. Se relevant, elle lui confie qu'elle est simplement triste de devoir partir. Galbraith comprend alors toute la profondeur de ses émotions. Il lui promet d'attendre avec impatience leur prochaine rencontre, et la jeune femme monte dans son carrosse après avoir pris congé. Alors que le véhicule s'éloigne, Galbraith agite la main et lui rappelle de tenir sa promesse. Installée à l'intérieur, Melfira savoure une douce chaleur intérieure. Elle se félicite d'avoir participé à ce banquet ennuyeux, car elle y a trouvé un véritable ami. Pourtant, un doute la traverse. Elle se demande si Galbraith ne joue pas simplement avec elle pour s'amuser. Elle s'assoit, pensive. Malgré ses incertitudes, elle espère de tout cœur que ses sentiments sont sincères et songe déjà avec impatience à leur... La neige tombe déjà sur les terres de Marcherade lorsque Melfira revient de ses voyages. Avant qu'elle ne puisse entrer dans la maison, son père, Ghislaine, l'attend déjà dehors, la main levée et le visage furieux.
Elle suppose qu'il est en colère parce qu'elle n'a pas réussi à trouver un fiancé convenable, mais Ghislaine révèle qu'il a reçu une lettre de Rogier, lui demandant officiellement sa main. Melfiera pense d'abord qu'il lui demande simplement de l'aide, mais Ghislaine précise qu'il s'agit bel et bien d'une demande en mariage. Cette requête le choque, car la position de Rogier en tant que duc ne correspond pas au statut modeste de leur famille, et recevoir une telle lettre le met dans l'embarras. Même Melfiera en transpire d'inquiétude. Pendant ce temps, dans le pavillon, Rogier et Maxime se rencontrent à l'intérieur d'une tente. Rogier rapporte tout ce qui s'est passé pendant leur chasse, expliquant comment il a mené son plan sans faire de victimes. Maxime est satisfait du résultat, mais il remarque le ton formel de Rogier et le lui fait remarquer. Alors que Maxime s'adresse à lui de manière familière, Rogier garde une certaine distance. Autrefois, il l'appelait « frère Maxime », mais il évite délibérément de le faire désormais. Bien que Maxime et Rogier soient frères de sang, tout a changé il y a 17 ans, lorsque Maxime a été nommé prince héritier et que Rogier a été adopté par les Galbraith. Depuis, une ligne invisible les sépare. Avec l'entêtement de Rogier, Maxime n'a d'autre choix que de se plier à sa manière formelle. Puis, il remarque soudain le panier que Rogier tient à la main. Rogier essaie de le cacher, mais Maxime insiste pour savoir ce qu'il contient. À la surprise générale, Maxime semble être au courant de la relation entre Rogier et Melfiera, et le fait d'en parler prend Rogier au dépourvu. Profitant de la distraction, Maxime attrape un morceau de viande séchée dans le panier. Rogier tente de l'en empêcher, mais Maxime mord rapidement dedans. Impressionné par le goût, Maxime demande de quelle viande il s'agit. Et Rogier admet que c'est de la viande séchée de Scatspit, un monstre épineux, ce qui intrigue encore plus Maxime, qui suppose que Melfiera la lui a préparée. En entendant son frère parler de Melfiera avec autant d'affection, Maxime lui demande ce qu'il compte faire ensuite, sachant qu'il n'est pas du genre à s'intéresser à quelqu'un aussi vite. Rogier, cependant, balaie ses paroles d'un revers de main, disant qu'il restera en attente avant de retourner auprès de ses hommes, ignorant la tentative de Maxime de le retenir. Rogier est frustré par les paroles de son frère, mais il ne peut nier que Maxime a raison. Après tout, il ne parle presque jamais de cette manière à qui que ce soit. L'image de Melfiera reste gravée dans son esprit, et il a encore du mal à croire qu'on la surnomme vraiment la vorace infâme. Il se souvient de la façon dont elle avait courageusement protégé un couple âgé lors du banquet. Au fond de lui, il sait qu'elle a réussi à le captiver entièrement. Bientôt, Chaos et plusieurs hommes s'approchent de Rogier pour lui rapporter que l'habitat du Bacorne est désormais sous contrôle. Satisfait de la nouvelle, Rogier transmet aussi les ordres de Maxime, mais Chaos semble bien plus curieux de savoir si Melfiera assistera à leur futur banquet. Rogier remarque son ton moqueur et soupçonne immédiatement Chaos d'avoir parlé de Melfiera à Maxime, bien que celui-ci le nie aussitôt. Resté seul, Rogier laisse son esprit vagabonder de nouveau vers Melfiera. Il se rappelle qu'au début, elle ne le croyait pas. Les larmes dans ses yeux révélaient à quel point elle est habituée à être repoussée. À cet instant, il fait une promesse. Il ne la laissera plus jamais arborer une telle expression. Pendant ce temps, chez elle, Melfiera n'arrive toujours pas à croire qu'ils aient reçu une lettre de Rogier. Sa domestique l'informe qu'elle est arrivée il y a 7 jours, apportée par un messager monté sur un aigle flamboyant orné d'un joyau somptueux portant l'emblème des Galbraith. En entendant cela, Melfiera regrette de ne pas avoir vu l'oiseau magnifique de ses propres yeux, et même son père admet la beauté de ses plumes avant de ramener la conversation sur la demande en mariage. Ghislaine veut savoir exactement ce qui s'est passé entre elle et le duc lors du banquet. Melfiera raconte tout honnêtement, mais Ghislaine reste sceptique. Après tout, ce n'était que leur première rencontre. En relisant la lettre, Melfiera doute de la sincérité des paroles de Rogier, soupçonnant qu'il puisse y avoir une autre raison derrière cette proposition soudaine. Ghislaine partage ses doutes et décide de rédiger une réponse pendant qu'il cherche un motif convenable pour refuser poliment. Ce soir-là, Melfiera vient tout juste de terminer son bain lorsqu'elle remarque la lettre posée sur sa table. Elle la relit, admirant le nom du duc, mais ses pensées reviennent vite aux paroles de son père. Ce n'était que leur première rencontre et peut-être que leur enthousiasme commun pour la viande de monstre les avait simplement emportés. Puis une idée lui traverse l'esprit. Rogier n'a probablement personne avec qui partager sa fascination pour les monstres, personne à qui en parler. Puisque Melfiera aime en manger,
Elle peut facilement imaginer le lien qu'il a pu ressentir entre eux. Soudain, la lettre qu'elle tient dans sa main commence à briller. Elle évoque leur rencontre au banquet et mentionne que ses subordonnés ont goûté à la viande séchée qu'elle avait préparée. Mais dans la dernière ligne, il écrit qu'il viendra lui rendre visite le 18 du mois de Sirius. Melfiera et Ghislaine échangent des regards confus en lisant cela, réalisant que la date en question est déjà demain. De retour dans sa chambre, Melfiera se sent troublée, bien qu'elle doute encore des véritables intentions de Rogier. Mais puisque leur rencontre est prévue pour demain, il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter. Cherchant du réconfort, elle serre dans ses bras le cadre photo d'elle et de sa mère lorsqu'elle était enfant. S'adressant à l'image comme si sa mère était encore là, elle lui parle de la proposition de Rogier et se demande si le duc saura apprécier la valeur de toutes sortes de viandes, comme sa mère autrefois. Ses pensées la ramènent à ses jours d'enfance passés à contempler les terres familiales avec sa mère. Le sol y était froid et stérile, et sa mère lui avait demandé de l'aider. C'est à ce moment-là que Melfiera hérita des recherches de sa mère. Même si le monde refuse encore de les reconnaître, elle poursuit inlassablement son travail, espérant qu'un jour il sera enfin compris. Le lendemain, sa belle-mère Célia frappe à la porte de Melfiera et la trouve encore non préparée. Melfiera bafouille des excuses, bien que la vérité soit qu'elle ne s'était même pas réveillée avant l'arrivée de Célia. Célia entre et inspecte la chambre avant de la réprimander sévèrement pour avoir négligé son apparence, alors qu'on lui avait demandé de trouver un fiancé, qualifiant cela de honte pour son titre de noblesse. Elle mentionne également Rogier, l'avertissant que malgré sa haute naissance, il est tristement célèbre comme un duc violent, avide de sang et fou de bataille. Soudain, des rugissements de dragons retentissent dans le ciel. Melfiera se précipite vers la fenêtre et aperçoit une volée de dragons planant au-dessus des terres. En regardant de plus près, elle comprend que Rogier est arrivé, chevauchant son dragon accompagné de quelques-uns de ses hommes. Alors qu'ils échangent brièvement quelques mots à travers la fenêtre, Célia ordonne à Melfiera de la fermer immédiatement, mais celle-ci refuse. Au lieu de cela, elle dit à Rogier d'attendre dans les pâturages au nord, où ils auront leur discussion officielle concernant sa demande en mariage. Sans hésiter, Rogier obéit, et Melfiera, après avoir refermé les fenêtres, reste figée, troublée, cachant son visage derrière les rideaux pour dissimuler son trouble. Tant de pensées et d'admiration traversent l'esprit de Melfiera qu'elle en oublie presque que Célia l'appelle à plusieurs reprises. Sa belle-mère explique qu'elle ne se sent pas bien et demande à Melfiera d'en informer Ghislaine à sa place. Bien que Melfiera espère que Célia resterait pour assister à la discussion concernant la proposition de mariage, celle-ci insiste pour partir, affirmant que la permission du père suffira. Elle va même jusqu'à prononcer des remarques acerbes sur Rogier, jugeant inconvenant qu'il soit venu à dos de dragon. Mais Melfiera ne peut supporter ces insultes. Avant que Célia ne parte, Melfiera déclare avec audace qu'elle acceptera la proposition du duc, laissant sa belle-mère quitter la pièce furieuse. Plus tard, dans les pâturages, Melfiera rencontre enfin Rogier, et ils échangent quelques mots, bien qu'elle ne puisse s'empêcher d'être consciente de son apparence. Cao arrive également peu après, s'excusant pour la confusion précédente et la visite soudaine, expliquant que Rogier ne pouvait plus attendre sa réponse. Alors que tous trois continuent à discuter, Rogier devient soudain sérieux et avoue qu'il est curieux d'une chose. Sur ces mots, il saisit doucement les cheveux de Melfiera et les observe attentivement, se demandant pourquoi ils sont aussi doux et soyeux, tandis que Melfiera pense simplement qu'ils sont en désordre. Ils décident ensuite d'aller voir le cadeau que Rogier lui a apporté. Rogier désigne un grand sac qui contient son présent. Melfiera a du mal à le croire, mais l'objet à l'intérieur est bel et bien un monstre, comme Rogier le lui avait promis lors de leur dernière rencontre. Cette révélation fait aussitôt rayonner Melfiera de joie, bien qu'elle cache son visage pour dissimuler sa réaction. Elle n'en revient pas qu'il en ait réellement apporté un, et le remercie sincèrement pour ce cadeau, exprimant même le souhait d'y jeter un petit coup d'œil. Rogier exauce alors son vœu, mais comme le sac ne bouge pas, Melfiera suppose que le monstre est déjà mort. Cependant, Rogier retire simplement la couverture pour qu'elle voie par elle-même. C'est un moodle royal, doté de cornes acérées et d'une fourrure majestueuse. Mais ce n'est pas un moodle ordinaire. C'est un moodle doré, ce qui signifie qu'une fois consommé, il sera également d'une grande utilité. Les moodles sont habituellement des monstres blancs aux cornes élégantes, et leurs peaux sont très recherchées.
Les Moodle dorés, en particulier, sont réputés pour la confection de vêtements luxueux, bien que leur viande soit souvent gaspillée ensuite. Celui que Rogier lui présente a été engraissé pour l'hiver, et comme il s'agit d'un herbivore, Melfiera pense que sa viande aura un goût bien meilleur que celui de n'importe quel autre monstre. Tandis que Melfiera partage ses connaissances sur la créature, Rogier l'écoute, visiblement impressionné. Il prend alors sa main et la pose sur le cœur du Moodle. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que la créature est encore en vie. Rogier ne l'a qu'endormie à l'aide de sa magie. Au fond d'elle, Melfiera imagine déjà le grand festin qu'elle pourra préparer avec sa viande. Malgré ses pensées, l'excitation la submerge. Confuse, ravie, elle n'arrive pas à contenir sa joie et ne cesse de remercier Rogier à plusieurs reprises. Alors que Ghislaine et ses hommes arrivent à leur tour, les deux parties entament une discussion officielle. Ghislaine et Rogier se saluent respectueusement avant d'entrer directement dans le vif du sujet. Melfiera en oublie presque que Rogier est en réalité venu pour demander sa main. Alors que la conversation se poursuit, Melfiera demande à son père la permission d'autoriser les dragons à chasser dans les montagnes, mais il suppose à tort que le Moodle leur est destiné comme nourriture. Sans qu'il le sache, il est en réalité destiné à sa fille. Ghislaine est surpris d'apprendre que le duc connaît déjà le goût particulier de Melfiera pour les monstres. Mais Melfiera précise que Rogier souhaite même goûter à sa cuisine. Elle ajoute qu'elle aimerait ouvrir un centre de recherche pour lui. Ghislaine hésite un instant, incertain au début, mais Rogier prend soudain la parole. Il explique qu'il comprend les habitudes de Melfiera et qu'il est parfaitement au courant de sa réputation. Réalisant que Rogier s'intéresse sincèrement à sa fille, Ghislaine est touchée. Mais Rogier enchaîne rapidement, expliquant qu'ils doivent s'occuper du Moodle avant qu'il ne se réveille. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ghislaine comprend que la créature est toujours en vie. Il s'en approche pour l'inspecter et Ghislaine admet qu'il s'agit d'un cadeau à la fois précieux et dangereux. C'est Rogier qui demande à Melfiera de le cuisiner pour lui. Il veut la voir le préparer. Ghislaine remarque à quel point Rogier semble apprécier la passion singulière de sa fille et accède à sa requête, autorisant ses dragons à se sentir comme chez eux et ordonnant à Melfiera d'accompagner Rogier jusqu'au centre de recherche. Il monte sur les dragons pour s'y rendre, et comme c'est la première fois pour Melfiera, elle est ravie par l'expérience. Rogier la taquine en lui disant de ne pas manger ses dragons, et Melfiera se défend avec sérieux. Bientôt, le centre de recherche apparaît au loin, et Melfiera ordonne à Rogier de descendre. Sa voix, cependant, trahit une légère nervosité. C'est la première fois qu'elle montre à quelqu'un comment elle prépare la viande de monstre, et cet endroit est l'ancien centre de recherche de sa défunte mère. À mesure qu'ils approchent, Melfiera réfléchit à sa situation. Si le duc l'accepte vraiment telle qu'elle est, son père en sera sans doute soulagé. Déterminée, elle décide de tout montrer à Rogier, et, ce faisant, de lui révéler la véritable raison derrière son goût inhabituel pour les monstres. Cette pensée silencieuse persiste dans son esprit. Comment Rogier réagira-t-il lorsqu'il découvrira enfin la vérité? Dans le laboratoire, Rogier remarque immédiatement le cercle magique gravé au sol, couvert d'anciennes inscriptions runiques. Melfiera lui explique que ce cercle fut à l'origine créé par sa mère, mais qu'elle y a apporté plusieurs améliorations. C'est ici même qu'ils procéderont au traitement du monstre. En observant les symboles de plus près, Rogier comprend que le cercle est conçu pour permettre à Melfiera d'absorber les toxines magiques des créatures. Cependant, il devine rapidement que ce cercle, à lui seul, n'est pas assez puissant pour tout extraire complètement. Melfiera le conduit alors plus profondément dans les couloirs du bâtiment jusqu'à une pièce où elle récupère un autre instrument, un quartz-trouble destiné à extraire à la fois l'énergie magique et le sang. Rogier est impressionné par la finesse de sa conception, mais ce n'est pas tout. Lorsque Melfiera canalise sa magie à travers le cristal, son apparence commence peu à peu à changer, se teintant de reflets lumineux. C'est alors que Melfiera fait une demande audacieuse à Rogier. Elle veut revoir la technique de décapitation qu'il utilisait autrefois contre les monstres. À l'extérieur, le Moodle doré est déjà étendu au centre du cercle magique et Melfiera s'apprête à commencer le rituel. Mais manipuler une bête d'une telle taille est difficile, aussi demande-t-elle l'aide du chevalier. Rogier lève la main pour donner le signal et ses hommes se précipitent vers le Moodle afin de commencer à lui retirer la fourrure.
Il explique que ces chevaliers ne sont pas seulement chargés d'abattre les monstres, mais aussi de récupérer leur peau, leurs cornes et leurs griffes pour en faire des ressources. Raser la fourrure d'une créature est presque une spécialité pour eux, si bien qu'ils terminent le travail en un rien de temps. Melphira pose ensuite la main sur les touffes de poils dorés récoltées, un sourire ravi se dessinant sur son visage. Plus que tout, elle se réjouit déjà des plats qu'elle pourra concocter à partir de la chair de ce moodle royal. Pendant ce temps, Roger se prépare à décapiter la bête. Mais avant qu'il ne passe à l'action, Melphira récite une prière en hommage à la créature, par respect pour la vie précieuse qu'il s'apprête à prélever. Puis elle prononce les mots magiques dans l'ancienne langue, activant le cercle lumineux. Ce n'est qu'alors qu'elle donne à Roger la permission d'agir. En un mouvement fluide, Roger dégaine son épée et, d'un seul coup, tranche la tête du gigantesque monstre. Comme prévu, Melphira reste stupéfaite devant la perfection de son geste. Après cela, elle commence l'extraction de l'énergie magique et du sang du moodle. Tenant le quartz trouble entre ses mains, elle récite à nouveau une prière dans la langue mystique. Peu à peu, le sang de la bête se met à léviter et à s'écouler dans le cristal. Mais à mesure que le liquide s'y engouffre, Melphira remarque la quantité phénoménale absorbée. Des fissures apparaissent sur la surface du quartz, incapables de supporter un tel volume. La jeune magicienne est prise de panique. C'est la première fois que cela se produit. Mais il est déjà trop tard pour interrompre le rituel. Voyant son trouble, Roger s'avance vivement vers elle et lui demande ce qu'il peut faire pour l'aider. À ce moment-là, Melphira ordonne à Roger d'aller chercher un autre morceau de quartz trouble. Sans perdre une seconde, il s'exécute et remplace le quartz fissuré par un nouveau. Rassurée, Melphira retrouve confiance et poursuit le rituel. Elle récite sa dernière prière, canalisant sa magie jusqu'à ce que toute l'énergie soit absorbée par le quartz. Mais cette incantation draine énormément de sa force. Ses jambes fléchissent et elle manque de s'effondrer. Roger, rapide, la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. Pendant ce temps, les chevaliers inspectent le corps du moodle. Ils s'attendent à le trouver abîmé après un rituel d'une telle puissance. Mais à leur grande surprise, la carcasse demeure fraîche et intacte. Melphira explique qu'elle n'extrait que l'énergie magique et le sang, car retirer l'humidité rendrait la viande dure. En conservant sa teneur naturelle en eau, la chair garde une texture tendre et savoureuse. Roger s'interroge alors, cette méthode ingénieuse vient-elle d'elle? Mais Melphira secoue la tête et attribue tout le mérite à sa mère. Elle raconte qu'il y a 17 ans, durant la grande sécheresse, de nombreuses familles mouraient de faim. Leur territoire, pauvre et stérile, manquait de ressources. Sa mère entreprit alors des recherches pour transformer les monstres en sources alimentaires. Si cette étude aboutissait, ces créatures dangereuses pourraient devenir une précieuse réserve de viande capable de nourrir des populations entières. Après la mort de sa mère, Melphira jura de poursuivre ses travaux. Cependant, elle admet que ces derniers temps, elle prend un certain plaisir à goûter la chair de monstres rares. Son projet scientifique est devenu, en partie, une passion personnelle. Roger lui demande ensuite à quoi sert l'énergie magique extraite. Melphira répond naturellement qu'elle s'en sert surtout pour allumer le feu. Assez puissante pour assurer la cuisson et l'éclairage pendant près de 2 mois. Elle n'a jamais envisagé d'autres usages, ce qui fait éclater Roger de rire. Son rire est bon enfant, mais ses paroles suivantes sont pleines de gravité. Bien que Melphira n'en ait pas conscience, son procédé dépasse de loin les recherches des mages royaux. Une énergie magique aussi concentrée, mal utilisée, pourrait devenir une arme capable d'anéantir des royaumes entiers. Melphira se fige, réalisant qu'elle n'avait jamais réfléchi à de telles conséquences. Elle n'avait manipulé jusque-là que de petits monstres. La voix de Roger s'adoucit alors. Il lui dit que, même si tout cela reste de simples suppositions, une telle puissance nécessite une grande prudence. Puis, d'un ton solennel, il lui promet de la protéger de tout danger pouvant découler de ses recherches. Touchée par cette déclaration sincère, Melphira baisse les yeux, émue par la noblesse du chevalier. Cependant, Roger évoque soudain une autre rumeur. On dit que Melphira boirait du sang. La jeune femme s'empresse de nier, jurant qu'elle n'a jamais rien fait de tel. Le visage de Roger se fait alors plus sérieux. Il contemple ses cheveux éclatants, ses yeux d'une couleur rare, et déclare qu'il serait prêt à donner sa vie pour elle. Melphira, déconcertée, pense qu'il plaisante et lui répond sèchement, mais il insiste. Ses mots sont sincères.
Rougissante, elle balbutie à son tour quelques compliments. Sur ses yeux, ses cheveux, son manteau, et même sur ses dragons, comme pour détourner l'attention. Tous deux deviennent de plus en plus embarrassés, jusqu'à ce qu'un vacarme soudain vienne briser ce moment gênant. Saisissant l'occasion, Melphira change aussitôt de sujet et propose de commencer la préparation de la viande. Pendant que Roger observe ses dragons engloutir leur repas avec voracité, Melphira revient avec le permis de chasse officiel nécessaire pour accéder aux montagnes. Roger s'en réjouit. Ces dragons se plaignent depuis des jours de leur repas monotone. Leur appétit est insatiable. Alors qu'ils discutent, le ventre de Roger gronde bruyamment, au point de le surprendre lui-même. C'est la première fois qu'il ressent une telle faim, mais la chair du Royal Moodle, étalée devant eux, suffirait à éveiller l'appétit de n'importe qui. Le simple fait d'en parler les rend encore plus affamés. Alors, d'un regard complice, ils décident de prélever une petite portion pour la griller avant de se remettre au travail. Ils choisissent naturellement les morceaux les plus tendres et les plus rares. Roger tend à Melphira une bouteille contenant un mélange spécial d'herbes aromatiques. Elle en goûte un peu et s'exclame, émerveillée par la richesse du parfum et la subtilité du goût. Roger avoue en riant qu'il a emprunté le flacon au grand chef sans sa permission. Ils rient tous deux, se promettant de ne pas s'attirer d'ennui. Après tout, ce n'est qu'un simple test de goût, pas un festin clandestin. Ils saupoudrent les herbes sur la viande, puis utilisent le sang du monstre pour allumer une flamme stable. Une fois le feu prêt, ils posent les morceaux sur la grille. Par précaution, ils conviennent d'attendre que la viande soit parfaitement cuite avant d'y goûter. Mais Roger, impatient, ne cesse de se plaindre. Plus la viande dort, plus son arôme se fait irrésistible, et plus il trépigne d'impatience, bien qu'elle doive encore cuire un peu. C'est alors que Chaos les surprend en pleine cuisson. D'un ton accusateur, il leur reproche de se goinfrer en douce tout en roucoulant comme deux tourtereaux. Roger se défend aussitôt, jurant qu'il ne faisait rien de louche. Mais la scène, à elle seule, en dit long. Pour détourner l'attention et calmer la situation, Roger tend à Chaos le permis de chasse, lui demandant d'aller nourrir les dragons pendant qu'il reste avec Melphira. Mais Chaos, moqueur, lui rétorque que les dragons meurent déjà de faim, pendant que lui, le vaillant chevalier, cherche à se régaler en douce. À contre-cœur, Roger lui tend une brochette. Mais à peine a-t-il fait ce geste que le reste des chevaliers surgit derrière Chaos, tous les yeux brillants d'envie, attendant leur part. Amusée, Melphira leur donne la permission d'en manger, rappelant que ces hommes doivent d'ordinaire se contenter de viande de monstres infects. On prépare donc davantage de portions, et tout le monde s'installe autour du feu, impatient. Roger s'apprête à se servir une assiette, mais Chaos l'interrompt, exigeant d'être le premier à goûter. Roger refuse, vexé, ce qui pousse Chaos à le taquiner en disant que Melphira désapprouverait un tel comportement. Très vite, les deux se chamaillent comme des enfants pour savoir qui aura la première bouchée. Finalement, Melphira appelle Chaos et lui tend une brochette qu'elle vient de préparer. Il croque dedans, et ses yeux s'illuminent aussitôt. Avec un sourire malicieux, Melphira lui demande s'il ne ressent rien d'étrange. Mais, au fond, elle veut simplement savoir si c'est bon. Chaos ne la déçoit pas. Il couvre la viande d'éloges, répétant à quel point elle est savoureuse. Il ajoute même qu'un bon verre à ses côtés en ferait un repas parfait, ce qui fait sourire Melphira de satisfaction. En entendant tant de compliments, Roger devient de plus en plus impatient. Il ne tient plus en place, incapable d'attendre davantage pour goûter lui-même. Inquiet malgré tout, il demande à Chaos s'il ne ressent aucun malaise, sachant que les effets des toxines magiques peuvent parfois apparaître après une demi-heure, voire le lendemain. Mais Roger est bien trop affamé pour patienter jusqu'au matin. Il déclare donc que le test est terminé et qu'il est temps de manger. Melphira, tout aussi enthousiaste, ordonne à ses chevaliers de se servir avant que la viande ne refroidisse. Elle les rassure. Si quelqu'un se sent mal, elle a déjà préparé un remède pour soigner les effets secondaires éventuels. À ces mots, la troupe pousse un cri de joie et se rue sur les brochettes de viande du monstre. Dès la première bouchée, une expression d'émerveillement se dessine sur tous les visages. La viande est tendre, juteuse et incroyablement savoureuse, à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un monstre herbivore. Roger s'approche de Melphira pour la féliciter, admiratif de son talent. Mais la jeune femme refuse d'en tirer le mérite, affirmant que tout repose sur les recherches de sa défunte mère. Roger, cependant, admet qu'il n'aurait jamais imaginé qu'une viande de monstre puisse être aussi délicieuse.
Autrefois, il en avait goûté sans traitement magique, et c'était à peine comestible, un souvenir partagé par tous les chevaliers présents. Enthousiastes, ils demandent à Melphira de leur enseigner sa méthode et proposent même d'apporter une autre créature pour s'exercer. Certains regrettent soudain tout le bon gibier qu'ils ont gaspillé par ignorance, mais Melphira leur répond avec douceur. Même si cela paraît délicieux, la consommation de viande de monstre demeure. Pour détourner la situation, Roger tend le permis de chasse à Chaos et lui ordonne d'aller nourrir les dragons pendant qu'il reste avec Melphira. Chaos le taquine aussitôt, faisant remarquer que les dragons meurent déjà de faim pendant que lui cherche à grignoter en douce. À contre-cœur, Roger lui tend une brochette, mais avant qu'il ne s'en rende compte, le reste des hommes s'est déjà attroupé derrière Chaos, attendant eux aussi leur part. Melphira leur accorde la permission, consciente que les chevaliers sont d'ordinaire condamnés à manger de la viande de monstres infâmes. Ils allument donc le feu et se rassemblent joyeusement autour du grill. Roger prépare une assiette pour lui-même, mais Chaos s'interpose, réclamant le droit de goûter en premier. Roger refuse, ce qui pousse Chaos à plaisanter en disant que Melphira n'apprécierait sûrement pas une telle attitude. Les deux hommes finissent par se chamailler comme des enfants pour la première bouchée. Finalement, Melphira appelle Chaos pour lui faire goûter une brochette qu'elle a elle-même préparée. Dès la première bouchée, il s'exclame de plaisir. Avec un ton détaché, elle lui demande s'il ressent quelque chose d'étrange. Mais ce qu'elle veut réellement savoir, c'est si le goût est à la hauteur. Chaos ne la déçoit pas. Il couvre la viande d'éloges, vantant sa tendreté et son arôme à plusieurs reprises. Il ajoute qu'elle s'accorderait parfaitement avec un bon verre de vin, ce qui fait sourire Melphira, ravie. En entendant ces compliments, Roger devient de plus en plus impatient. Il n'en peut plus d'attendre la confirmation que la viande est sûre à manger. Il demande aussitôt à Chaos s'il ne ressent aucun malaise, mais les effets des toxines magiques mettent souvent du temps à se manifester, parfois une demi-heure, voire jusqu'au lendemain. Roger, évidemment, n'a pas la patience d'attendre jusque-là. Il déclare que le test est terminé et annonce qu'ils peuvent commencer à manger. Melphira, tout aussi enthousiaste, ordonne aux chevaliers de se servir avant que la viande ne refroidisse. Elle les rassure. Si quelqu'un tombe malade, elle a déjà préparé des remèdes pour le soigner. À ces mots, le groupe pousse des cris de joie et se jette sur les brochettes de viande de monstre. Dès la première bouchée, leur visage s'illumine. La viande est tendre et savoureuse, comme on pouvait s'y attendre d'une créature herbivore. Roger s'approche alors de Melphira pour la féliciter de son génie, mais celle-ci répond humblement que tout le mérite revient aux recherches de sa mère. Roger avoue néanmoins qu'il n'aurait jamais imaginé que la viande de monstre puisse avoir un goût aussi exquis. Dans le passé, il en avait déjà mangé sans préparation adéquate. Une expérience toujours difficile, et ses compagnons approuvent vivement. Enthousiastes, ils demandent à Melphira de leur enseigner sa méthode et proposent même d'amener une autre bête pour s'exercer. Ils regrettent tout ce bon morceau qu'ils ont gâché autrefois, mais Melphira comprend. Manger de la chair de monstre reste encore, pour beaucoup, un véritable tabou.